Bonjour et bienvenue donc à ce nouveau webinaire du Réseau rural national que nous organisons donc sur le développement rural dans les territoires d'outre-mer. Pour ce webinaire assez particulier qui nous permettra de croiser des thématiques sur des problématiques de terrain bien spécifiques dans le monde du développement rural, nous avons les réseaux ruraux d'outre-mer qui seront avec nous pour vous présenter des acteurs de terrain, deux projets par réseau rural et la possibilité en fait par la suite de pouvoir échanger et de pouvoir prolonger en fait toutes ces thématiques. Les webinaires du réseau rural donc servent à explorer un peu aussi de nouvelles façons de coopérer et de permettre en fait les échanges. Et c'est ce que nous allons voir dans les ateliers qui vont suivre, puisque nous aurons un atelier particulier qui sera consacré à la coopération. Donc, pour les réseaux ruraux, nous aurons avec nous le réseau rural de La Réunion, le réseau rural Mayotte, le réseau rural Guadeloupe, Martinique et Guyane, et leurs animatrices, coordinatrices, qui sont donc Marlène Prianon, bonjour. Bonjour. Donc, du réseau rural de La Réunion, Cécile Morelli. Bonjour. Du réseau rural de Mayotte, Cathy Pierre, qui va nous rejoindre incessamment sous peu, qui est en cours de connexion, et Coraline Marc, du réseau rural Martinique. Bonjour. Voilà. Bonjour Coraline. Et enfin Delphine Pinault, du réseau rural Guyane. Bonjour tout le monde. Donc le principe est de permettre en fait d'exposer les thématiques et les problématiques de terrain à travers donc, deux projets pour chaque région. Au niveau des participants, vous êtes une centaine d'inscrits et on retrouve, en fait, il faut quand même le souligner, un peu tous les pans du domaine. On a des acteurs associatifs, des agriculteurs, des porteurs de projets, des animateurs de GAL, des collectivités territoriales, des têtes de réseau. Travaillant dans les domaines de l'outre-mer à Paris, mais je tiens à insister qu'on a plus de 90% des participants qui sont issus en fait de tous les réseaux ruraux d'outre-mer. Et nous avons aussi des élus et différents ministères, l'ANCT, le ministère de l'Agriculture, qui sont chargés de projets sur des thématiques aussi liées à l'outre-mer, et sans oublier des universitaires et des étudiants en fait sur ce domaine. Donc les ateliers ont de grandes chances d'être assez intéressants et nous permettra donc dans l'atelier 1, sur l'écran que vous avez, vous pouvez cliquer donc, sur l'atelier 1, vous pourrez accéder aux présentations des deuxièmes projets des réseaux ruraux et pouvoir poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur les thématiques. On a vu des questions qui étaient posées là avant le commencement de la session. N'hésitez pas à aller à l'atelier 1 pour échanger avec les réseaux ruraux régionaux et les acteurs. Et ensuite, voilà, aborder peut-être des idées de projets, des idées, des demandes, des recherches d'acteurs. On est là pour ça. Et l'atelier de coopération, lui, sera très spécifique, orienté sur tout ce qui peut être croisé entre les territoires, les demandes. On va parler aussi de leaders, évidemment. Il y a beaucoup d'animateurs de GAL qui sont présents. Et voilà, et vous pouvez très bien aller à l'atelier 1 et parler un petit peu, et après aller sur l'atelier 2, vous pouvez bouger sur l'un sur l'autre sans problème. La vidéo se retrouvera sur le site internet du réseau rural, dans la partie webinaire, et vous pouvez aussi retrouver sur le site donc, toutes les parties concernant l'adhésion, si vous n'êtes pas encore membre du réseau rural, si vous souhaitez accéder aux informations, recevoir la revue, participer aux différentes manifestations que l'on peut organiser. Je vais passer tout de suite la parole à Pascal Gruzel, qui est donc conseiller aux affaires européennes, aménagement du territoire et outre-mer à Région de France, et qui est aussi donc copilote du réseau rural avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et la NCT. Pascal. Merci David, bonjour à tout le monde, bonjour aux élus, bonjour à tous les collègues. Merci David de m'avoir invité, de proposer d'intervenir quelques minutes. Alors moi je ne vais pas être très long, mais je voulais quand même aujourd'hui de ce moment pour délivrer un petit message aux collègues d'outre-mer, leur dire bien évidemment que nous sommes dans un contexte
préélectorale, a priori, hein. Mais ça n'empêche pas qu'on est mobilisé, bien évidemment, côté région de France, sur la vie du réseau rural français actuel, hein, bien évidemment, hein. Donc, je dirais le réseau 14-20, sa continuité dans la période de transition 21-22, et que, bien évidemment, nous sommes aussi mobilisés sur l'avenir de ce réseau, hein. Voilà, dans la perspective plus large 21-27, hein, 2021-2027. Hein. Donc, à ce titre, je voulais dire voilà, à l'ensemble des collègues que, bien évidemment, nous sommes aujourd'hui dans une réflexion, hein, dans une concertation avec le ministère de l'Agriculture et de l'ANCT, hein, notamment, hein, soyons clairs, hein, les trois copilotes historiques de ce réseau rural français depuis 2014, et que la concertation, bien évidemment, la réflexion est engagée pour savoir, je dirais, ce que deviendra le réseau au-delà de 2022. Hein, je dis bien au-delà de 2022, donc d'ici 2027, hein, pour faire simple. Hein. Voilà. Donc la réflexion, elle est engagée. Nous avons d'ores et déjà eu un certain nombre de réunions. Nous en aurons d'autres prochainement. L'objectif, dans un premier temps, va être de pouvoir au moins répondre dans les grandes lignes aux exigences réglementaires européennes, hein, dans le cadre du PSN. Hein, et donc, il nous faudra indiquer, bien évidemment, à ce titre, grosso modo, qu'est-ce que les autorités nationales et régionales françaises entendent faire en matière de réseau PAC, hein, puisque ça sera le nom, je dirais, sur le 21-27, mais qu'est-ce que ces autorités entendent faire, au moins dans les grandes lignes. Hein, voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons, je dirais, poursuivre une concertation pour essayer de trouver un compromis intelligent sur ce que deviendra ce réseau, au moins dans les grandes lignes. Alors ça, quand je dis dans un premier temps, c'est-à-dire dans la perspective d'élaboration du projet de PSN, hein, comme vous le savez, donc il y a un PSN qui doit être remis par les autorités françaises à échéance de l'été 2021, donc remis à la Commission européenne, hein, bien évidemment, un projet de PSN remis à la Commission européenne. Ce projet devra indiquer effectivement quelles sont les orientations du futur réseau. Et bien évidemment, dans un second temps, il nous appartiendra tous collectivement, hein, État comme région, je dirais ministère de l'Agriculture, ANCT et Région de France, de préciser plus en détail, je dirais, l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce futur réseau. Hein. Sachez toutefois quand même qu'il est bien clair, en tout cas pour Région de France, hein, et Région de France s'est prononcée déjà à plusieurs reprises au cours des 2-3 dernières années sur ce sujet, notamment depuis les propositions législatives de la Commission européenne qui datent de juin 2018, hein, sur l'avenir de la politique agricole commune, notamment, et c'est dans ces propositions que la Commission européenne évoquait le futur réseau PAC, hein, 2021-2027. Sachez que dans ce contexte, il y a quand même, je dirais, une orientation de travail qui avait été discutée à plusieurs reprises avec les régions. Cette orientation, elle est basée sur, je dirais, 3 principes essentiels, hein, côté région de France. Un principe d'abord de continuer de travailler en gardant un équilibre entre les activités agricoles, forestières et alimentaires et les activités de développement rural, disons, non agricole, hein, si on peut dire ça comme ça, trouver en tout cas, enfin continuer pardon, de garder un équilibre entre ce type d'activité, hein, au sein du réseau, du futur réseau. Le deuxième principe qui a été aussi affirmé à plusieurs reprises par Région de France, c'est la nécessité de garder un réseau structuré aussi bien sur des activités nationales que régionales, hein, donc aussi bien nationales que régionales. Donc, à ce titre-là, en ce qui concerne Région de France, hein, il est considéré que, bien évidemment, les réseaux ruraux régionaux, évidemment, doivent bien évidemment continuer de fonctionner sur la période 21-27. Hein. Donc ça, c'est très clair. Hein. Il va de soi que les activités d'un futur réseau PAC
Photovoltaïques ne peuvent pas seulement être conçus et imaginés au niveau national et encore moins uniquement au niveau parisien, hein, ça va de soi. Hein. Voilà, donc le développement rural, au sens large, doit évidemment aussi refléter, je dirais, les activités et tous les travaux qui sont menés sur le terrain, notamment dans le cadre des réseaux ruraux régionaux. Enfin, un troisième principe avait été d'ores et déjà annoncé, hein, c'est le principe évidemment de garder un copilotage, hein, un copilotage État et région du futur réseau. Hein. Bien évidemment, il y a des modalités et je dirais des instances peut-être à revisiter, des modalités à revisiter, mais en tout cas, le principe est clair, hein, côté région de France, c'est celui du maintien d'un copilotage de ce futur réseau. Voilà. Alors, sachez que, bien évidemment, on a d'ores et déjà eu l'occasion de discuter de tout cela avec les collègues du ministère de l'Agriculture, comme avec les collègues de l'ANCT, et je peux dire sans trop m'avancer que ces trois principes ont été plutôt bien perçus par les collègues du ministère comme les collègues de l'ANCT et que, a priori, nous travaillons sur la base de ces trois principes et donc des orientations qui vont avec. Voilà, donc bien évidemment, ces travaux, cette concertation, elle se poursuit. Hein. Ça ne va pas être facile, bien évidemment, dans un contexte électoral. On sait très bien que si les élections sont maintenues au mois de juin 2021, c'est le tendanciel. Bien évidemment, peut-être une partie de la réflexion, une partie de la concertation va être perturbée. Mais en tout cas, voilà, nous avons bien, je dirais, en tête tous les enjeux liés à cette concertation, hein, et faire en sorte que, bien évidemment, on trouve un compromis intelligent et acceptable par tous par rapport à l'avenir de ce réseau et en particulier à l'avenir des réseaux ruraux régionaux. Hein. Donc moi, je voudrais rappeler juste deux petits messages aujourd'hui par rapport à ça. Moi, je voudrais rappeler évidemment toute l'importance et toute la reconnaissance que nous avons, hein, par rapport à ce que vous faites, vous, pilotes, animateurs des réseaux, ou animatrices même plutôt en ce qui concerne l'outre-mer, des réseaux ruraux régionaux, bien évidemment. Hein. Nous sommes parfaitement conscients que vous êtes une des chevilles ouvrières et une des composantes centrales, hein, de la vie de ce réseau, qu'il n'y aura pas de vie de ce réseau sans les réseaux ruraux régionaux, hein, je le dis très clairement. Donc on est parfaitement conscient du rôle, de la place et du rôle que vous jouez au quotidien pour la vie de ces réseaux ruraux régionaux et l'interface, évidemment, avec les activités nationales. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment, je veux dire, vraiment pour nous très clair. Hein, voilà, un grand remerciement sur tout ce que vous faites, hein, au quotidien. Nous en sommes bien conscients. Et moi qui suis très proche de vos présidents, hein, de présidents de région, je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'en parler à quelques reprises avec eux. Évidemment, ce n'est pas forcément toujours les sujets les plus prioritaires, mais à chaque fois, ils étaient particulièrement sensibles à l'échange qu'on a pu avoir sur ce sujet. Et je dirais, à chaque fois, ils m'ont témoigné l'intérêt qu'ils avaient par rapport à vos activités. Voilà, je ne rentre pas plus dans de détails. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que, bien évidemment, par rapport aux activités et aux instances du réseau, bien évidemment, comme tout réseau, c'est un réseau qui est vivant, hein, c'est un réseau qui bouge, hein, et bien évidemment, tous les acteurs pleinement concernés et pleinement impliqués sur la problématique du développement rural sont bien évidemment les bienvenus pour participer aux travaux du réseau et participer aux instances. Voilà, moi, je crois que, je dirais, on est sur une période de transition 21-22 où tout, je dirais, les coups de main, toutes les implications sont les bienvenues. Hein. L'intérêt, c'est d'avoir, je dirais, tous les bons acteurs, hein, impliqués dans cette problématique. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment un message de dire, n'hésitez pas, si vous percevez qu'un certain nombre d'acteurs souhaitent s'impliquer dans les instances du réseau, qu'ils le fassent. Voilà, je pense que David Armelini, évidemment, la bonne porte d'entrée. Hein. David, nous sommes proches au jour le jour, au quotidien, pour travailler ensemble. Hein. David est je le dis, hein, vraiment très sincèrement, est un vrai coordinateur
coordonnateur. Il est d'abord parce qu'il travaille pleinement avec vous pour aider à vous coordonner et surtout, il assure une interface indispensable avec les activités du réseau rural national. Hein, voilà. Donc, j'en dis pas plus, hein, mais en tout cas, tous ceux qui souhaitent s'impliquer sont vraiment les bienvenus et je crois qu'il ne faut pas hésiter à en parler à David hein, et David, de toute façon, nous relaie à nous les copilotes, hein, je dirais toutes les sollicitations qu'il peut y avoir hein, et bien évidemment, nous en discutons régulièrement dans le cadre du comité exécutif du réseau rural, hein, le COMEX, hein, et dans lequel, bien évidemment, nous regardons très attentivement les sollicitations hein, et évidemment, pour tout vous dire, nous apprécions quand il y a des sollicitations d'acteurs qui veulent participer aux travaux, qui veulent s'impliquer, hein, y compris dans les instances, bien évidemment. C'est un indicateur très important pour la vie de ce réseau. Voilà, donc je ne serai pas plus long aujourd'hui, vous dire simplement que nous avons bien en tête, hein, pour résumer, hein, les enjeux liés à l'avenir de ce réseau, plus particulièrement les réseaux ruraux régionaux, aussi bien de métropole que d'outre-mer. J'insiste bien, aussi bien de métropole que d'outre-mer. Ce n'est pas parce qu'on se voit peut-être moins et qu'on est moins en contact qu'on ne vous a pas dans les écrans radars. Hein. Bien évidemment, on vous a parfaitement dans les écrans radars. Et comme je vous le dis, je suis pour les collègues qui relèvent des conseils régionaux et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et du conseil départemental de Mayotte, hein, vous dire que je suis pleinement au jour le jour en contact avec les présidents, les cabinets et les DGS et je ne manque pas de relayer un certain nombre de messages utiles hein, sur l'intérêt de vos activités. Voilà, je ne serai pas plus long, David, hein, et je reste à disposition si jamais il y a une réaction, une question, il n'y a pas de souci. Voilà, merci à vous tous. Merci Pascal. Pour justement aborder et voir ce qui se fait en fait dans les territoires, on va commencer par le réseau rural Mayotte. Cécile, si tu veux bien ouvrir voilà, les différentes présentations. Oui, donc je vais commencer par présenter un petit peu les thématiques du réseau rural de Mayotte. Je vais vous faire défiler quelques images, hein, on va faire assez rapide. Alors, est-ce que vous avez le diaporama? Pour l'instant, non, pas de mon côté. Voilà, je pense que ça commence. C'est bon? Pas encore. Voilà, c'est bon. Voilà, donc bienvenue à Mayotte. Juste pour resituer rapidement, on est à 9000 km de la métropole, entre la côte est africaine et Madagascar, dans le canal du Mozambique, et à 1500 km de la Réunion. Donc, Mayotte, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, a fêté ses 10 ans de départementalisation, hein, puisqu'en 2011, on est devenu le 5e DOM de France. Et du coup, en 2014, on est devenu RUP, c'est-à-dire Région ultra-périphérique de l'Europe, ce qui nous a permis d'accéder aux fonds européens. Donc, la programmation 2014-2020 est pour nous la première programmation des fonds européens sur Mayotte. Donc, le réseau rural a été lancé dans la foulée en 2016. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental. Il faut savoir qu'à Mayotte, la gestion des fonds structurels d'investissement a été confiée à l'État. Donc, l'autorité de gestion, par exemple, du FEADER, c'est la DAF, par délégation de la préfecture. Et pour la prochaine programmation, donc, on réfléchit à une co-gestion État et conseil départemental. Donc, Mayotte, c'est une petite île de 374 km², à peu près 350 000 habitants et dont la moitié a moins de 20 ans. On a une agriculture essentiellement vivrière, avec environ 15 000 ménages agricoles. Donc, on est vraiment dans une approche de structuration et de modernisation de l'agriculture. Hein. Quand des jeunes s'installent ici, en fait, ils ne reprennent pas des exploitations, ils les construisent, ils doivent investir pour avoir leurs propres outils de production. On est en train de structurer les filières.
Donc, que ce soit fruits et légumes, volailles, zébus, production laitière, mais aussi des filières qu'on relance, des filières de rente, par exemple la vanille ou l'ilang, et des filières de patrimoine agricole qu'on souhaite conserver et développer, telles que les cocoteraies. On a une forte pression démographique, donc on est aussi dans des enjeux de préservation des espaces naturels, que ce soit les forêts, les mangroves, mais aussi de préservation de nos espaces agricoles. Donc au niveau de la ruralité, Mayotte est entièrement considérée comme en zone rurale, malgré une densité de population parmi les plus élevées de France. Donc notre département est entièrement couvert par les territoires des 3 Galles de Mayotte. Donc nos enjeux aussi, c'est d'investir pour des infrastructures structurantes pour le département, par exemple des pistes agricoles pour désenclaver les campagnes, mais aussi des équipements de base dans les villages, comme des médiathèques, des stades, des MJC, etc., des marchés couverts. Donc, au niveau des missions du réseau rural, on est surtout dans l'accompagnement des porteurs de projets vers les fonds européens. Donc, on organise des séminaires, des rencontres pour la réponse aux appels à projets, mais aussi le suivi des projets. Puisque ce n'est pas toujours évident, par exemple pour le monde agricole, où il y en a encore beaucoup qui ne parlent pas français et n'ont pas forcément les notions de comptabilité, gestion. Le réseau rural est aussi impliqué dans la valorisation de tous les projets partenariaux, que ce soit dans les projets de structuration de filières, des projets environnementaux, des projets d'innovation pour le transfert des techniques agricoles. On est aussi impliqué dans l'aide à la formalisation du statut de l'agriculteur et le développement des circuits courts, comme les marchés de producteurs ou les boutiques de producteurs. Enfin, au niveau du réseau rural, on est impliqué dans 2 projets MCDR du réseau rural national. Donc, le Transagridom, qui est piloté par le CIRAD et qui rassemble les acteurs des RITA des Outre-mer, où le réseau rural de Mayotte pilote une action tournée vers l'agritourisme et puis la transformation à la ferme afin de sensibiliser et de capter à davantage de plus-value chez les exploitants. On est également partenaire du projet AccessR, donc piloté par Leader France, qui a permis le recueil de nombreuses expériences de services innovants à la population. Et la prochaine étape sera la capitalisation et la production d'une boîte à outils pour les porteurs de projets. Donc, c'est dans ce cadre que dans les ateliers, on vous présentera un projet porté par l'association Yes We Canet, qui a développé une épicerie et une laverie solidaire qui permet également la sensibilisation à l'environnement. Et que tout de suite, je vais laisser la parole à Monsieur Desprats du BRGM qui va vous présenter un projet partenarial sur la préservation du lagon. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne vision. Merci Cécile. Oui, bonjour. Donc, le diaporama, c'est Cécile qui le lance. Non, normalement, vous pouvez le diffuser vous-même, en fait, oui, en direct. Ah, donc... Ou à moins que Cécile ait prévu de le faire. Je pensais que c'était elle qui le lançait, je l'ai renvoyé hier. Non. Donc, oui, je fais écran partagé. C'est ça. Vous allez sélectionner le fichier. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Pour le moment,
Le partage commence. Voilà, c'est bon. On vous voit. C'est bon? Il est en plein écran? C'est bon, il est en plein écran. Parfait. Donc, très bien, donc bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter le projet Les Célam 2, là, projet de lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon de Mayotte. Donc, en me focalisant sur la partie agricole, comme me l'a demandé Cécile. Donc, ce cadre de la feuille de route érosion financière, il rentre dans le cadre de la programmation faite à 2014-2020. Donc Mayotte, c'est un milieu insulaire qui est très vulnérable. Donc il y a une partie importante de l'île qui présente des pentes importantes, plus de 15%. Ah mince, nous avons des problèmes de son. On vous entend de façon coupée. Sur les deux types, des sols à voir à La Réunion. Depuis en 2020, on tient compte dit informel, et donc on est sur la deuxième densité démographique de France après l'île de France. L'impact sur les sols agricoles et sur l'agriculture, il est important avec une évolution depuis 10-15 ans du système traditionnel du jardin mahorais qui se rapproche un petit peu du jardin créole vers des monocultures de manioc ou de bananes avec sol sarclé, ce qui entraîne progressivement une baisse de la réserve hydrique des sols, une perte en matière organique, une perte en nutriments et à terme des surfaces cultivées baissent. Des surfaces cultivées baissent de la production. Donc on a mis en place de l'érosion, on a mis en place un observatoire sur 3 bassins versants, dont je vous cible la partie agricole et naturelle. Donc c'est un bassin versant qui fait à peu près 350 hectares et pour lequel on suit depuis 2015 le ruissellement et l'érosion avec un dispositif placé à l'exutoire, avec un seuil qui mesure la hauteur d'eau et la turbidité de l'eau en continu, et 2 stations pluviométriques en aval et en amont de manière à appréhender l'hétérogénéité. Ce bassin versant-là, comme la plupart des zones agricoles de Mayotte, connaît une pollution rapide et récente, avec une forêt qui recule. La présence sur les parcs locales qui sont des zones importantes des techniques agricoles avec, comme je l'ai dit, un recul du jardin mahorais au profit de monoculture, un développement du maraîchage à proximité du cours d'eau Bandrani. Cette évolution est accélérée par la création récente, il y a moins d'une dizaine d'années, d'une piste forestière qui facilite d'une part la venue des ouvriers, des manœuvres sur les parcelles agricoles et d'autre part l'exportation, la sortie des produits agricoles qui jusque-là se faisaient uniquement sur le dos des personnes. Donc, outre le suivi au niveau du bassin versant, on a mis en place un réseau de 100 mètres carrés, ruissellement et l'érosion sur différents types d'occupation du sol. Alors, on a ça sur jardin urbain, on a ça en forêt, on a ça sur les Badlands, là que j'ai évoqué, c'est la parcelle P7. Et on a ce qui nous intéresse maintenant, un suivi chez 4 agriculteurs avec celle comme on le voit ici. Sur la partie gauche, un témoin avec la culture principale, c'est-à-dire manioc ou banane en sarclant le sol, donc en laissant un sol nu pour retrouver ce qu'on veut démontrer qu'il faut éviter à tout prix.
Et sur la partie droite, cette même culture, manioc ou banane, mais avec la mise en place de mesures agroconservatoires. Alors chez 2 agriculteurs, ce sont des fascines végétales, des ananas des bandes d'ananas situées tous les 5 mètres qui sont parallèles aux courbes de niveau, dont l'objectif sera de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et de capter les sédiments qui auront pu être emportés par sur les quelques agriculteurs. On a combiné maintien d'un paillage au sol avec mené avec la Chambre d'agriculture pour voir quelles étaient les espèces végétales les plus adaptées. Donc, ce travail a fait l'objet d'une valorisation menée par nos partenaires, les naturalistes de Mayotte, avec la mise en place de clips qui sont passés sur Mayotte Première de manière récurrente en fin d'année 2020, en ciblant la problématique agricole en particulier, la problématique jardin, parce que l'un des objectifs du projet aussi, ça a été de démontrer que ces techniques que l'on a testées et éprouvées en milieu agricole pouvaient être valorisées sur les jardins en milieu urbain, où les conditions d'érosion sont encore plus importantes, vu les pentes en particulier. Cette valorisation, elle a été traduite dans un film de synthèse que l'on retrouve maintenant sur YouTube. Par ailleurs, des 5 années, là aussi, qui a été un partenariat piloté par la Chambre d'agriculture de Mayotte et repris avec l'intégration de tout le travail qui a pu être mis qui a été fait dans le cadre du projet, plus après intégration de données bibliographiques, de travaux qui ont été menés par d'autres organismes comme le CIRAD à Mayotte, de manière à essayer d'avoir un document le plus complet possible, qui présente d'une part, qui a pour objectif de cibler les techniciens agricoles et les agriculteurs, et on a mis en place pour sa réalisation un comité de lecture où on a retrouvé le réseau, il y avait l'établissement du Mayotte et le naturaliste Coconi, l'objectif étant d'être le plus large possible. Et en deuxième partie, cette double échelle pour aller du bassin jusqu'à la parcelle d'une part, et puis avec des pentes qui sont modérées jusqu'à fortes. Donc, l'objet de ces fiches techniques étant d'essayer de répondre le plus possible aux besoins d'un agriculteur ou d'un aménageur sur une zone en partant du déboisement qui malheureusement jusqu'à maintenant se fait de manière trop radicale, né à l'abattage systématique des arbres et la sortie des arbres des parcelles pour une mise en culture immédiate après un grattage des sols. Alors, très souvent il n'y a pas de travail mécanique, c'est du travail manuel, il n'y a quasiment pas de travail mécanique. Merci beaucoup, Monsieur Desprats. Vous avez terminé, peut-être que vous aviez... Mais on se retrouve avec des parcelles où on montre ce qui est préconisé, ce qu'il vaut mieux faire l'érosion, ce qu'il faut à tout prix éviter en laissant des sols nus, en travaillant ces sols sur les périodes les plus critiques que sont et des recommandations en termes de plantes de couverture en particulier. Donc ce guide de bonne pratique, lui aussi est disponible sur le site web du projet. Donc voilà un exemple enfin, le guide de bonne pratique a enfin été simplifié en fiche pratique visant là le public des villageois en milieu urbain. Donc on a repris des techniques agricoles de manière très simplifiée, car comme le rappelait Cécile Morelli, il y a quand même une très grosse partie de la population qui ne maîtrise pas bien ou pas du tout le français. Et donc le but était de leur mettre à disposition ces techniques pour qu'ils puissent les utiliser dans des jardins et voilà, de manière simple.
Enfin, pour finir, donc, il y a une démarche prospective qui a été menée dans le cadre du projet pour voir, en fonction des pistes que l'on allait suivre à l'horizon 2035, qu'est-ce qu'il en serait de l'érosion dans une quinzaine d'années. Donc pour ce faire, bon, déjà, on a réalisé dans le cadre du projet une cartographie de l'occupation du sol pour l'année 2018 à partir de données satellitales. Et ensuite, on a regardé qu'est-ce qu'il en était il y a 70 ans maintenant, à partir de données d'orthophoto de 1950, de manière à avoir cet arrière-plan. Donc derrière, ensuite, il y a une approche prospective qui a été mise en place avec la réalisation d'entretiens avec des experts, des agriculteurs, pour voir quelle vision du futur il pouvait avoir, une évolution de l'occupation du. Donc ce travail il a été mené en atelier en réalisant des coupures de presse fictives de 2035, type voilà, on met en place des mesures agroconservatoires sur Mayotte, ça fonctionne bien, ça fait la une de la Paris en 2035, et inversement la situation catastrophique, pénurie alimentaire à Mayotte, crise sociale majeure, etc. Donc on est parti sur 3 scénarios. Un scénario tendanciel où on maintient les principaux freins au développement agricole que l'on connaît aujourd'hui, la grosse problématique du foncier, où avec la départementalisation, il y a une forte agriculteurs qui sont très dans les terres et de farniel, les problèmes de main-d'œuvre, les problèmes d'accès à l'eau. Et ensuite, 2 scénarios alternatifs incluant des hypothèses de politique volontariste de développement où d'un côté on prône une agriculture intégrant un maximum d'approches agro-conservatrices avec de l'agroforesterie par exemple, et une agriculture plus tournée vers le développement économique pour nourrir au maximum la population locale et avec cet objectif de respecter l'environnement, de promouvoir ces approches agro-conservatrices qui ne sont pas du tout antagonistes avec une rentabilité. Au contraire, bien évidemment, c'est ce qu'on veut démontrer dans le cadre qu'on démontre dans le cadre de nos approches, pas du tout antagonistes avec les notions de rendement en particulier. Donc, les scénarios narratifs, ils ont été en agriculture, des coopératives, groupes d'élus, des groupes institutionnels, on retrouvait la DAF et groupes collectivités locales ou les mairies, etc. Et ensuite, il y a un travail de mise en commun qui a été réalisé de manière à arriver à des cartographies de l'occupation du sol 2030, prendre en compte la situation agricole dans les 3 scénarios que j'évoque, des ressources, le SE2 avec de l'agroforesterie, le SE3 une agriculture professionnelle, et de notre côté, parce que c'est un problème qui est majeur à Mayotte, urbaine, des démographies qui sont soit maîtrisées, soit faibles, soit fortes, et avec une urbanisation qui est soit maîtrisée, soit non maîtrisée, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, où les gens construisent un petit peu n'importe où, sans respect de permis de construire ou autre, où il y a des impacts majeurs en termes d'érosion. Voilà. Et donc, ces scénarios... Des cartes d'occupation 2030. Retourner notre production de sédiments à la sortie de l'île de Mayotte. Ensuite, on a les différents scénarios évoqués. Je vais vous montrer que les scénarios extrêmes. Donc, le premier scénario, le scénario catastrophe, c'est on a une augmentation. Aujourd'hui, l'érosion, on peut considérer qu'elle est très importante. Elle est de 240% plus importante que ce qu'elle était en 1950. Et avec ce scénario catastrophe, on a une augmentation encore de 23% par rapport à 2018.
Donc surtout, on voit sur cette carte que sur tous les bassins versants du Nord, on a le statu quo par rapport à aujourd'hui, par rapport à 2018, qui est déjà une situation très critique. Et par contre, sur tous les bassins sud, on a une aggravation généralisée. Par contre, en métaphore et combiné à une maîtrise de l'urbanisation sur la totalité du territoire, on a une amélioration sensible par rapport à la situation de 2018, avec un recul moyen de 20 à 25% de l'érosion selon les différents scénarios. Donc on démontre que si on n'a qu'une seule réponse, si la réponse elle est uniquement agricole, on n'améliore pas sensiblement la situation. Si la réponse elle est que urbaine, on a aussi des problèmes. C'est la combinaison de l'approche agricole et de l'approche urbaine, la maîtrise de l'urbanisation et la maîtrise de l'évolution des techniques agricoles qui permettent d'amener une réponse cohérente à ce problème de l'érosion. Problème de l'érosion qui est majeur pour le lagon de Mayotte, qui est un lagon très particulier au niveau mondial, qui a une reconnaissance au niveau mondial avec sa double ceinture lagunaire. Et l'érosion qui, avec des sols et donc derrière la problématique sociale, parce que quand il n'y a plus assez automatiquement quand il n'y a plus assez en production pour nourrir la population, c'est les conséquences sociales qu'il y a derrière. Voilà une présentation succincte du projet des CELAM. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Desprats. Alors, malheureusement, on a eu des problèmes techniques. Alors, grâce à votre PowerPoint, à des moments, on avait des coupures son, donc voilà, on pouvait réussir à comprendre, mais il y a eu des moments où c'était un petit peu coupé. On a eu une question sur le chat, en fait, et vous pouvez en poser. On reviendra dans l'atelier 1 sur les projets, sur toutes les questions. Mais en tout cas, pour les autres présentations des projets, c'est vrai qu'on a eu une demande plus sur parler en fait de l'aspect technique, c'est important, mais en tout cas aussi de comment la collaboration s'est faite entre les acteurs pour les prochains projets. Cécile, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, l'autre projet sera présenté dans chacun des ateliers. Tout à fait. Un atelier présenté par le GAL et un atelier où ce sera présenté par l'association elle-même. Super, très bien. Merci beaucoup. Donc, on va donc faire 1500 km et passer la parole à Madame Prianon, qui est donc la coordinatrice du réseau rural de La Réunion. Marlène Prianon, vous pouvez mettre votre son. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, Marlène Prianon du réseau rural de la région Réunion. Alors, La Réunion est à 9400 km de Paris, avec une superficie totale de 2503. 15 000 pour les 2 personnes. Oui, c'est bon, Marlène, continuez. Alors, sa superficie est de 2500 km². Donc, la région est constituée d'un espace littoral de 100 000 hectares, avec un relief et des conditions climatiques hors normes. Et tout cela a façonné un relief soumis à de très forts risques naturels, notamment d'érosion, de mouvements de terrain, d'inondation. Et la région possède un patrimoine naturel unique, exceptionnel, qui est classé en parc national et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les territoires des Hauts à La Réunion couvrent les 4/5 de la superficie de l'île et concernent toutes les communes de l'île. Donc, il y en a 24 à La Réunion, donc les 24 communes. À La Réunion, les Hauts, les zones rurales, bénéficient d'une image de qualité, d'authenticité. Et
avec un patrimoine forestier et culturel remarquable. À La Réunion, on a un Réunionnais sur 4 qui vit dans les Hauts, à 400 mètres ou plus d'altitude. C'est une île qui se caractérise par une forte vitalité démographique. À La Réunion, on a une population jeune, donc un tiers de la population a moins de 20 ans. Et c'est une société dont le dynamisme démographique est atypique par rapport à l'Europe. C'est une société qui est également multiculturelle et unique. Le développement de La Réunion, le développement économique s'appuie sur l'agriculture, le tourisme, l'artisanat et les services de proximité. L'agriculture est dynamique et a mieux résisté que d'autres régions grâce à un modèle unique d'agriculture familiale. Les territoires des Hauts constituent encore des territoires au niveau de développement relativement faible que le reste de l'île. On a à La Réunion un taux de chômage dans les Hauts qui est plus élevé par rapport à la métropole. Et s'agissant du programme de développement rural à La Réunion, il représente 514 millions d'euros. Et dont 385 millions de budget de l'Union européenne. À La Réunion, le conseil départemental est autorité de gestion du FEADER et le département a délégué l'animation du réseau rural au secrétariat général des Hauts. Le secrétariat général des Hauts est un service commun à l'État, au département et à la région. C'est un service chargé de valoriser les Hauts. Et le réseau rural est dans au sein de ce service commun. Je vais passer la parole au projet. On va vous présenter 2 projets emblématiques. Donc, je laisse la parole à mes collègues des France Service. Merci. Merci Marlène. Alors, bonjour à tous. Le diaporama va un peu vite, en fait. Donc, je ne sais pas qui c'est qui le gère. C'est Marlène? Non. Vous pouvez indiquer sur quel diapo vous voulez être. Il faut qu'on commence au début. D'accord. Comme ça me permet de présenter. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Corinne Gazard, moi, je suis directrice générale adjointe des services à la mairie de Saint-Joseph, donc une commune rurale. La commune la plus australe d'Europe, septentrionale, comme on le dit souvent. Donc, cette commune a postulé il y a 2 ans, donc on peut passer à la diapo d'après. On a effectivement une commune qui aujourd'hui représente, c'est la 3e plus grande commune de La Réunion. On a un territoire qui est fortement entaillé par 2 ravines. En fait, vous le voyez, j'ai mis des diapositives, comme ça vous situe bien notre territoire. Un territoire, effectivement, qui est enclavé avec un relief spécifique et avec un impact sur le déplacement des usagers, ce qui explique également la mise en œuvre des maisons France Service qu'on a sur notre territoire. Sur la diapositive suivante, donc on peut voir que notre population est une population qui est jeune, que les 2 secteurs, Marlène parlait tout à l'heure donc des secteurs des Hauts, donc les maisons France Service que nous avons développées sur Saint-Joseph, il y en a 2, c'était les 2 premières d'ailleurs pour La Réunion, secteur des Hauts, donc où on a sur un secteur 3000 habitants, sur l'autre un peu plus de 6000 habitants, et c'est vrai qu'à Saint-Joseph, comme La Réunion, on va le dire, nous sommes marqués par une précarité relativement importante. On a le taux de pauvreté qui est l'un des plus élevés de l'île. Notre palmarès, j'aime pas trop le dire, mais on est la 5e commune la plus pauvre de France. D'ailleurs, les DOM sont les premières, puisque la première commune métropolitaine arrive juste après nous, c'est-à-dire en 6e position, et c'est Grigny. Donc, un taux de pauvreté relativement conséquent. Et un taux de chômage qui est élevé. Ce qui explique donc effectivement le développement de ces maisons France Service sur nos territoires ruraux, donc dans les Hauts. La diapositive d'après. Donc je viens de vous l'expliquer. Donc sur les 2 secteurs, donc une maison pour tous, une maison France Service, donc à Jean Petit, et une autre maison donc sur les Hauts, dans la mairie annexe d'Eliane, donc c'est la 2e maison France Service. On a sur ces maisons France Service donc 4 agents.
dont notre perspective à nous, c'est que dans le courant de cette année ou peut-être l'année prochaine, donc on puisse avoir un cinquième agent qui coordonne en fait cette activité dans les Hauts. Parce que c'est vrai qu'on ne le conçoit pas bien en fait quand on est loin, mais le territoire de La Réunion, c'est 2500 km², mais sur, par exemple, la commune de Saint-Joseph, on a de vrais problèmes de circulation et de déplacement, et c'est vrai qu'un agent qui coordonnerait cette activité-là, ben, il a quelques kilomètres à faire et quelques heures enfin pas des heures, oui, parce qu'il faut quasiment plus d'une heure d'un secteur à l'autre sur les deux secteurs dont je vous parle. Sur la diapositive suivante, donc ces maisons France Service, en fait, on a répondu effectivement à un appel à projet en 2018 et il nous a fallu, bon, j'ai mis toute la genèse, mais bon, c'est pour vous dire que ça a pris un peu, c'était rapide, mais ça a aussi pris un peu de temps puisque nous avons signé en fait notre convention cadre de Maison France Service en 2000, donc là on l'a mis l'accord, donc c'était en juillet 2018 et nous avons signé donc en fin d'année 2018 notre convention cadre. Donc la mise en œuvre en fait d'un réseau de Maisons France Service, ça a nécessité pour notre commune un soutien et un partenariat relativement conséquent. Au début, nous avons été effectivement beaucoup, on va dire, accompagnés, toujours d'ailleurs, hein, avec Marlène et les services donc, du secrétaire général des Hauts et également donc, l'ensemble des partenaires institutionnels. Donc, quelque chose qui a mis plusieurs mois donc, à être mis en œuvre. La diapositive suivante. Voilà, donc c'est pour vous donner aussi là un aspect important donc, concernant la mise en place de ces maisons France Service, c'est que nous avons eu aussi un accompagnement relativement conséquent par nos partenaires, puisque dans ces maisons France Service, on a, comme on a en métropole, hein, nos partenaires donc, de la Sécurité sociale, de la CAF, du Pôle emploi, et l'ensemble des partenaires ont joué le jeu, puisque au tout début donc, de cette mise en œuvre, ils ont accepté de prendre en immersion nos agents, au sein de leur service, et on a eu également en parallèle donc, des formations qui ont été mises en place par le Centre national de la fonction publique territoriale pour accompagner de manière plus technique, on va dire, les agents qui avaient été recrutés. Sur la diapositive d'après, voilà, donc sur la mise en œuvre de ce réseau France Service, ce qui me semble important de noter, c'est qu'on a pu le mettre en place parce que d'abord, on avait une volonté politique, mais on avait également des ressources humaines, donc que ce soit au niveau des agents qui étaient volontaires, on avait des agents qui sont expérimentés, il y avait un choix de mobilité en interne et une certaine connaissance des capacités et des compétences de nos agents. La deuxième aspect, en fait, qui nous a permis également de développer ces maisons France Service, c'est que géographiquement, ces maisons France Service sont situées donc, en centre-bourg, donc voilà, accessibles, identifiables par la population, et qu'au niveau logistique, en fait, on a eu très peu de, entre guillemets, je dirais, dépenses à mettre en œuvre, puisque la réhabilitation a été légère, qu'on disposait du matériel, de l'informatique, enfin, voilà, des bâtiments étaient existants. On n'a pas construit de bâtiments, et je crois que quand on met en place ce type d'activité, donc il est préférable, à mon sens, d'avoir des bâtiments qui soient utilisables rapidement. Puisqu'autrement, c'est vrai que quand on répond à ce type d'appel à projet, s'il faut construire, ça peut prendre un certain nombre de mois et on ne peut pas rentrer hein, dans l'appel à projet. Donc voilà, donc, quatre atouts, donc la volonté politique, les ressources humaines, la logistique et la géographie, qui nous a permis de développer donc, ces maisons France Service relativement rapidement, puisqu'en un an, on avait des maisons France Service. Sur la diapositive d'après, donc ça c'était juste pour donner une idée, mais enfin vous le garderez si vous voulez sur le rétro-planning, hein, donc un travail qui a été fait en interne pour la réhabilitation, donc quasiment sur un mois et demi, on va dire, un mois et demi, donc les travaux ont pu être faits pour rendre opérationnel donc, ces maisons France Service. La diapositive d'après, bon, on peut passer aussi celle-là, c'est bon. Juste une idée donc, de comment on a réorienté ces maisons France Service. Donc, elles doivent être accessibles au plus grand nombre et on a l'obligation d'avoir dans ces maisons France Service des espaces
informatisé et donc on a un espace avec des postes informatiques à disposition du public et nos agents d'accueil, donc nos animatrices de ces maisons France Service, donc qui aident et qui accompagnent. On a postulé aussi là d'ailleurs dernièrement pour nos maisons France Service pour avoir des conseillers numériques. Notre dossier doit passer près des services de l'État, donc on verra quel va être le résultat. Donc sur la diapositive d'après, les enjeux, de toute façon, pour ces maisons France Service, ce sont plusieurs enjeux, donc sociétaux, géographiques et numériques. Sociétaux pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'adapte à l'évolution de nos institutions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans les hauteurs, plus de 400 mètres, même à 600 mètres d'ailleurs pour nos 2 maisons France Service. Et on doit s'adapter donc aux institutions. On doit amener des services à proximité. On doit réduire l'éloignement pour nos citoyens. On doit aussi développer la ruralité, donc, puisque dans ces espaces, très peu de services publics et on doit effectivement au niveau numérique réduire l'électronisme et permettre le développement de la dématérialisation. Tout ça, ça permet de répondre aux attentes de la population dans la proximité. Le suivant, s'il vous plaît. Donc les financements dont on a disposé pour ces maisons France Service, pour les 2 maisons France Service, donc des financements d'État, donc avec de l'Europe, pardon, avec le FEADER, des financements au niveau de l'État, donc avec le FNADT, le fonds interopérateur, donc c'est un fonds dans lequel l'ensemble de nos partenaires abondent au niveau national et puis bien entendu la contribution communale. Ce que je voulais dire également, si les maisons France Service sont effectivement un dispositif national, on a des outils, mais nous sur Saint-Joseph, on a développé d'autres outils puisque ça permettait de professionnaliser un peu plus ces maisons France Service. On a rédigé donc une charte de confidentialité par rapport pour nos agents, pour que, voilà, même si on sait que quand on est dans un service public, on a l'obligation de neutralité, de secret professionnel, etc., on a voulu qu'elles signent chacune la charte de confidentialité donc pour leur intervention sur ces milieux ruraux, puisque, pour votre information également, ce sont des agents qui sont recrutés, qui habitent pas trop loin dans le quartier, donc ils connaissent souvent les gens. Et la charte de confidentialité est un élément important pour nous. On a également rédigé un règlement intérieur propre à nos 2 maisons France Service sur Saint-Joseph. La diapositive suivante. Oui, donc les maisons France Service, effectivement, nous permettent de construire une offre de services de proximité en milieu rural, donc adaptée aux besoins. On a 2 maisons France Service. Les 2 maisons France Service, même si le socle reste commun, les interventions d'autres partenaires peuvent être différentes et c'est surtout sur ces aspects-là qu'on essaye de construire d'ailleurs notre offre de services en direction de nos populations des Hauts et des populations rurales. Diapositive suivante. Donc, voilà les services qu'on a, donc les partenaires habituels, donc on voit en bas, CAF, CGSS, Pôle emploi, Direction des finances publiques, des services de la ville qu'on a mis également au sein de ces maisons France Service pour l'accès au droit, à l'informatique, pour les jeunes, et des partenaires locaux. Quand je vous parlais de partenaires locaux, par exemple, la D2R, la mission locale, la maison de l'emploi, ce sont des partenaires qui, au niveau national, ne sont pas forcément dans les maisons France Service, mais que nous, on a souhaité mettre, puisque ce sont des gens qui connaissent les territoires ruraux et qui peuvent apporter des réponses adaptées donc à nos usagers. Diapositive suivante. Donc, alors, pour votre information, donc la Maison France Service de Jean Petit, et en termes d'accueil de public, donc c'est des chiffres qui datent de fin d'année dernière, début de cette année. Donc, on est la troisième DOM en termes d'accueil des usagers. La Maison France Service d'Eliane, dont je vous ai montré les photos tout à l'heure, est la première en termes d'accueil des usagers. Ça veut dire qu'elle répond totalement aux besoins de proximité. Quand je dis première DOM en termes d'accueil du public, on a reçu plus de 3000 personnes sur l'année qui vient, les années qui viennent de s'écouler, donc 2019, 2020, enfin 2020 c'était à moitié on va dire. Voilà, donc ça répond réellement à un besoin dans la proximité par rapport à ces positionnements au niveau des DOM. Voilà, donc sur la diapositive d'après. Bon, on a fini, mais je voulais vous mettre ces photos parce que ce sont nos animatrices et que sans elles, les maisons France Service n'existent pas. Donc, on a Sandrine et Michel sur les lianes, on a Anaïs et Carole sur Jean Petit. Donc, c'est grâce à ces personnes qui s'investissent au quotidien que nos maisons France Service vivent au quotidien pour la population des Hauts de notre commune. Voilà, et j'en ai terminé.
Merci, Madame Gazard, et vous avez bien raison d'avoir présenté l'équipe. Oui, vous vouliez ajouter? Voilà, juste l'inauguration de la Maison France Service de Jean Petit. Nous avions eu la chance à l'époque d'avoir Madame la secrétaire d'État, Madame Dussault, comment elle s'appelait, il y a 1 an et demi, donc, qui était venue donc, pour inaugurer notre Maison France Service. C'était la première inaugurée. Voilà. Et j'en ai fini. Et je vous montre encore un peu des photos de Saint-Joseph. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On retrouvera de toute façon toutes les données que vous avez pu transmettre ou d'autres sur la page du webinaire par la suite. Merci, Madame Prianon, pour avoir amené ce premier projet. Et nous vous retrouverons donc dans le premier atelier pour aborder d'autres aspects et pouvoir répondre à toutes les questions. Pour la suite, alors là, on va parcourir beaucoup de chemins. Je vais proposer à Coraline Marc de prendre la suite, si c'est possible, pour le réseau rural de la Martinique. Oui, j'étais restée sur la Guadeloupe, mais il n'y a pas de problème. On peut, et après, on passera à la Guadeloupe. on peut s'arranger. Alors, bonjour à tous. Je suis Corinne Marc et je vais vous sortir ma présentation dans 2 minutes. Au pied levé. Alors, on va y arriver. Voilà, donc vous me dites si vous arrivez à la voir. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Alors, très rapidement, donc la Martinique, c'est un petit territoire. Hein. On fait seulement 1128 km². Comme vous le voyez, donc le petit carré rouge, c'est Fort-de-France, c'est à peu près le centre-ville de Fort-de-France, c'est la seule zone qui n'est pas considérée comme le milieu rural sur la Martinique. Donc nous avons 3 gales au nord, au centre et au sud qui s'occupent de notre territoire rural. La Martinique, à l'inverse, je fais la transition avec la Réunion, à l'inverse de la Réunion, nous, on a 1/4 de notre population qui est composée de seniors, plus de 60 ans. Et d'ici 2030, on dépassera toutes les autres régions de France pour passer au premier rang des personnes de la région la plus âgée. Donc, ce sont des enjeux qu'on garde à l'esprit, puisqu'effectivement, dans le développement rural, en plus de l'isolement, on va avoir le fait les problèmes d'accessibilité et de renouvellement des générations. Je vais vous parler du coup de notre stratégie au niveau du réseau rural. Le réseau rural en Martinique, il est copiloté donc, par la collectivité territoriale de Martinique, avec un élu référent, et la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Nous avons ensemble défini un objectif général qui est de contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux pour les politiques de développement. On se concentre en ce moment sur 5 actions, puisque l'une de nos actions, de notre plan d'action du début de programmation, on a dû la mettre de côté puisqu'on n'avait pas eu assez de ressources pour y accéder. Donc, principalement, nous nous concentrons sur la mise en place de cycles de réflexion thématique. On a travaillé sur le tourisme rural, sur le renouvellement des générations en agriculture, tout ce qui est installation et transmission en agriculture. Et justement, c'est l'occasion de faire des échanges, des réunions d'échange, d'intégrer tous les acteurs du milieu rural. Et effectivement, en ce moment, il faut quand même dire que la crise sanitaire est passée par là, et nous réfléchissons à la digitalisation de notre action. Et c'est justement sur cette thématique que je voudrais dire que les projets qu'on a choisi de présenter aujourd'hui au niveau de la Martinique s'inscrivent dans cette accélération, dans le changement des comportements des consommateurs, puisque la Martinique, au départ, est très dépendante des importations.
Tout ce qui est production locale était peut-être un petit peu plus laissé de côté. On se rend compte qu'il y a un changement au niveau des consommateurs et qui retrouvent davantage, qui se retournent davantage vers les productions locales. Et c'est pour ça que je vous propose de voir une initiative qui va allier la valorisation de la production locale et des producteurs locaux avec de nouveaux usages de consommation dans une démarche durable. Donc, ça sera Monsieur Ajanani, le directeur de la coopérative des éleveurs bovins de Martinique, qui va nous présenter donc, le comptoir des viandes, qui est la première boucherie coopérative des Antilles. Donc, Monsieur Ajanani, je ne sais pas si vous êtes prêt à intervenir. Je peux passer le diapo. Bonjour à tous. Donc, je me mets... Alors, attendez. Je vais y arriver. Je change de diapo. Hop. Voilà. C'est bon. Tout le monde voit? C'est bon. Alors, Jean-Marc Ajanani, je suis le directeur de la CODEM, c'est la coopérative des éleveurs bovins de la Martinique. Donc, je voudrais vous présenter d'abord la structure coopérative. Donc, en fait, nous regroupons 126 adhérents d'éleveurs bovins, donc répartis sur tout le territoire de la Martinique. Nous constituons actuellement 337 tonnes de viande par année sur une production locale de 845 tonnes. Donc, à peu près le reste du tonnage est constitué par les artisans bouchers, les particuliers. Donc, il faut savoir qu'en Martinique, la consommation de viande bovine est d'à peu près 5000 tonnes, d'où le delta qui est très important face à l'importation. La coopérative CODEM a plus de 37 ans d'existence. Donc, nous sommes l'une des premières coopératives présentes sur l'île de la Martinique. Et aujourd'hui, nous permettons à nos adhérents d'avoir des conseils techniques, des conseils sur les modes d'élevage, mais aussi en termes de commercialisation. Donc, l'idée que nous avons eue en 2016 est de pouvoir créer un circuit de commercialisation pour les éleveurs. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dépendants des grandes et moyennes surfaces. Donc, 70 voire 80% de notre production est écoulée par les grandes surfaces. Donc, aujourd'hui, nous avons, avec des délais, bien sûr, des délais de paiement très, très longs. Et donc, nous avons décidé de créer une boucherie coopérative pour pouvoir écouler la production de la coopérative. Donc, en 2017, via les fonds FEADER, nous avons créé la première coopérative agricole boucherie en Martinique, donc un premier concept store. Donc, dans notre concept store aujourd'hui, l'objectif est de valoriser la viande locale. Donc, a priori, notre premier objectif était de valoriser notre viande bovine, mais par la suite, nous avons décidé de mettre en avant toutes les viandes locales de la Martinique. Donc, dans notre concept store, nous avons de la viande porcine, de l'ovin, du caprin, également de la volaille. Et puis, nous sommes allés beaucoup plus loin en mettant en avant aussi les fruits et légumes, mais aussi les produits des producteurs locaux qui exposent, qui ont une visibilité au sein du comptoir des viandes. Donc, aujourd'hui, c'est 250 mètres carrés de surface, de superficie, qui permettent de mettre en valeur, en tout cas, la production locale, la mise en avant aussi de produits de qualité. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons que de la production locale au niveau du comptoir des viandes. Donc, l'objectif est de créer une synergie entre l'amont et l'aval dans la chaîne de production, donc du prêt à l'assiette. Donc, du prêt à l'assiette, c'est-à-dire de l'éleveur dans son exploitation jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire au consommateur final. Donc, les résultats attendus, bien sûr, sont pour les éleveurs une notoriété, une visibilité beaucoup plus grande de leur
produits et également une augmentation de leurs revenus. Alors, si on continue notre développement, donc en 2017, nous avons créé le comptoir des viandes et à partir de 2020, nous avons commencé une phase de développement. Donc, pour ce faire, nous avons fait appel au fonds leader de la CACEN, donc de la communauté d'agglomération du centre, pour pouvoir dynamiser, numériser et créer de nouveaux espaces au sein de notre concept store. Donc, nous avons mis en place une rôtisserie où là, nous avons mis en avant tout ce qui est la volaille, donc les poulets fermiers rôtis marinés, donc qui sont des productions d'autres coopératives agricoles. Donc, j'insiste bien sur le fait que nos productions proviennent d'autres coopératives agricoles en Martinique. Donc, nous avons vraiment créé une synergie avec les autres coopératives agricoles. Nous avons créé aussi un nouveau référencement entre les fruits et légumes. Donc, plusieurs coopératives également en maraîcher et en vivrier nous livrent des produits. Également sur la diversification de l'offre en 2020 avec la période du Covid, nous avons voulu mettre l'accent sur la numérisation et la digitalisation du comptoir. Donc, le comptoir est devenu connecté, c'est-à-dire que nous avons entrepris une phase de développement avec aujourd'hui des supports de communication qui permettent aux consommateurs vraiment d'avoir des informations sur les produits se trouvant au comptoir, mais également permettant de passer des commandes ou de réserver. Donc là, nous voyons sur l'image aussi de nouveaux produits puisque nous avons créé des caves, donc des caves de boissons avec certains producteurs locaux et bien sûr certains producteurs importés, mais nous travaillons avec des firmes en local. Si on peut passer à la diapo suivante, merci. Donc là, comme nous le voyons, depuis l'année 2020, nous avons mis en avant l'épicerie fine avec des différents fournisseurs, donc sur les liqueurs, sur les planteurs, sur les confitures également de produits locaux. Où en 2020, nous avons fait tous les samedis des expositions et des mises en avant de nos producteurs qui venaient faire déguster les consommateurs au niveau du comptoir et justement promouvoir au mieux leurs produits. Donc, il faut savoir également que le comptoir des viandes au niveau des fonds européens représente aujourd'hui une enveloppe à peu près de 500 000 € pour la constitution en 2017. Et en 2019, nous avons fait, comme je vous disais, un dossier leader de la communauté d'agglomération du centre avec un dossier de plus de 70 000 € pour la mise en avant là de l'espace restauration. Donc, nous avons voulu justement, je dirais, élargir notre champ d'action en mettant en place un espace restauration où là, nous faisons beaucoup plus la valorisation de nos productions. C'est-à-dire que nous avons un chef cuisinier aujourd'hui qui se trouve au sein du comptoir et qui permet de valoriser tous les produits du comptoir. Donc, au départ, l'objectif était de créer une salle de restauration au niveau du comptoir, mais avec la période du Covid, nous avons dû nous adapter et créer un service traiteur et de plats emportés au niveau du comptoir des viandes. Donc, c'est un chef traiteur qui travaille uniquement avec nos produits et qui, aujourd'hui, arrive à dynamiser aussi le lieu. Donc, le comptoir des viandes, c'est un espace de proximité au niveau de la population martiniquaise. Donc, nous sommes situés au Lamentin, à Bois-Carré, dans la commune du Lamentin, où là, nous avons une population aujourd'hui qui nous permet qui, avec la période du Covid, a cet élan vers la production locale, puisque nous avons vu depuis 2020 notre notoriété, notre visibilité a augmenté, ainsi que notre chiffre d'affaires, je dirais, qui a augmenté de plus de 45%.
Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la population, avec la période du Covid, a eu un regain au niveau de la production locale. Donc, avec la mise en avant des éleveurs, la mise en avant des producteurs, des agriculteurs qui viennent sur le site, qui échangent avec les consommateurs et qui, aujourd'hui, aussi permettent à certains d'avoir je dirais, des orientations professionnelles, je parle même pour les jeunes, en discutant avec eux. Donc, le comptoir des viandes, bien sûr, un lieu d'échange. Donc, lorsque je vous parlais de visibilité, donc sur la diapo que Mme Noir a passée, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes connectés, donc nous travaillons avec tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Nous avons également mis en place donc, une communication au niveau du site Internet que là, nous avons mis en place avec la cellule leader de la CACEM. Donc, un site Internet. Et là, nous travaillons sur l'aspect site Internet marchand pour que les clients puissent aujourd'hui pouvoir commander en ligne et payer en ligne. Avec la période de Covid, nous avons mis en place le paiement à distance et tous les moyens de sécurisation, en tout cas de la population au niveau sanitaire. Mais là, aujourd'hui, nous allons vers la partie site connecté où les consommateurs pourront, eux, acheter et payer en ligne. Donc, avec également, à partir de 2021, donc d'avril 2021, un service de livraison, en tout cas de viande. Donc, service de livraison de viande, puisque nous avons déjà commencé le service de livraison avec l'espace restauration. Et là, nous poursuivons avec un véhicule réfrigéré sur le service de livraison de viande au niveau du comptoir. Donc, que vous dire d'autre? Au niveau des difficultés aujourd'hui que nous rencontrons, ce sont des difficultés, je vous dirais, d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne travaillant uniquement qu'avec de la production locale, aujourd'hui, la production est tout de même aléatoire. C'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, vous pouvez trouver ou non la production. Donc, notre objectif aujourd'hui est aussi de travailler sur l'amont, c'est-à-dire sur les producteurs, afin de créer une dynamique au niveau soit de leurs exploitations, je parle des agriculteurs pour le maraîcher et le vivrier, mais également pour les éleveurs au niveau de la volaille, du bœuf et du mouton, cabri, etc. Donc, notre objectif, c'est vraiment de redynamiser la production. Donc, pour ce faire, nous avons initié avec la Chambre d'agriculture de la Martinique un plan de relance 2020-2030 où nous avons fait émerger une centaine de fiches actions sur les différentes problématiques que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs en Martinique. Dans ce plan de relance également, vous pouvez retrouver toutes les actions de toutes les coopératives agricoles ainsi que des agriculteurs particuliers qui aujourd'hui proposent des solutions pour pouvoir pérenniser l'agriculture martiniquaise. Donc, nous avons aussi de grosses difficultés, comme je vous disais, au niveau de l'agriculture martinique, donc les difficultés de cessation d'activité. Je parle au nom de la coopérative que je représente. Nous avons une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de non-reprises d'activité de la part soit des enfants des agriculteurs, mais également un problème de foncier. Puisqu'il faut savoir qu'aussi en Martinique, nous avons la problématique de la chlordécone. Donc aujourd'hui, toutes les terres ne sont pas viables pour l'agriculture. Et donc aujourd'hui, nous avons cette problématique au niveau du foncier. Et puis aussi, vous avez la jeune génération qui a, je dirais, une appréhension par rapport à la pénibilité de la tâche au niveau de l'agriculture, qui ne souhaite pas s'y engager. Donc, nous faisons un gros travail aussi avec les jeunes agriculteurs au niveau de la Chambre d'agriculture et de certaines banques coopératives pour pouvoir les installer et pouvoir justement leur permettre l'accession justement à des terres qui soient propres pour l'agriculture. Et puis, vous avez comme autre, je dirais, problématique les aléas climatiques qui aujourd'hui, puisque durant les 2 années
précédentes, donc 2019 et 2020, nous avons connu des sécheresses assez impressionnantes puisque nous avons été reconnus comme le préfet a reconnu la calamité sécheresse au niveau du territoire, où là, nous avons perdu l'an dernier, en un semestre, plus de 400 bovins au niveau de notre coopérative. Donc, c'est vrai que nous avons mis en place un schéma justement de redynamisation des élevages avec justement l'achat de génisses de reproduction pour pouvoir justement augmenter notre nombre de veaux et notre nombre de bêtes à l'engraissement. Donc, ce sont toutes ces problématiques aujourd'hui que nous rencontrons où nous trouvons justement des solutions pour pouvoir, je dirais, résoudre ce problème d'approvisionnement, en tout cas de notre concept Storm. Et puis, comme je vous disais, par rapport à la problématique de la chlordécone, l'un des projets qui a été proposé à la DAF de Martinique ainsi qu'à la collectivité territoriale de Martinique est un centre collectif de décontamination à la chlordécone qui permettra justement de décontaminer les bovins durant une période de 6 à 8 mois en stabulation et qui nous permettra justement de créer ce modèle économique qui soit viable, c'est-à-dire d'augmenter notre tonnage en termes au niveau de l'abattoir départemental de Martinique et d'assurer justement cette souveraineté alimentaire qui est prévue dans la loi Egalim par l'État. Donc voilà un peu près ce que je voulais vous présenter au niveau du comptoir des viandes et au niveau de notre coopérative agricole en Martinique. Merci beaucoup, Monsieur Adjanani et Madame Marc pour le réseau rural Martinique. Il reste 2 réseaux ruraux et c'est vrai que toutes les présentations sont assez détaillées, assez techniques, c'est assez dur de les couper, mais si c'était possible pour les 2 réseaux qui vont suivre, donc le réseau Guadeloupe et le réseau Guyane, de prendre 10 minutes en fait pour qu'on puisse terminer dans 20 minutes les parties plénières et passer après aux ateliers où de toute façon on pourra revenir sur vos présentations pour la Guadeloupe et pour la Guyane. Donc je passe tout de suite la parole au réseau rural Guadeloupe et à Madame Cathy Pierre. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, donc, je suis Cathy Pierre, nouvellement arrivée sur le réseau rural de Guadeloupe. Donc, merci pour cette invitation, merci pour cette plénière qui me permet de voir un peu mes homologues ultramarins, ceux que je n'avais pas encore vus en tout cas. Et c'est vrai, dès qu'on arrive comme ça, nouvellement arrivé sur le réseau et qu'on a une telle qualité d'échange, on se dit timidement, voilà, qu'est-ce qu'on va annoncer. Alors, c'est vrai qu'au niveau du réseau rural Guadeloupe, le projet en lui-même a été lancé en 2019. On a eu une petite période de latence et l'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment redynamiser ce réseau rural. Et la première étape sur le terrain était vraiment faire un état des lieux, voir ce qui se fait. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être un territoire très actif. Et l'important, c'est l'objectif pour le réseau rural aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre tout ce beau monde-là en réseau, leur proposer des actions en tout cas qui susciteraient bien évidemment l'intérêt et l'objectif étant de travailler avec tout le monde. Alors, lors des précédentes présentations, c'est vrai qu'on pourra dire que nos objectifs, un peu, nos thématiques sont un peu similaires. On revient sur l'alimentation, sur la production locale. J'ai entendu tout à l'heure parler du problème du chlordécone que connaissent aussi nos territoires. Et bien voilà un beau sujet avec lequel on pourrait travailler comme ça avec Coraline en coopération avec la Guadeloupe, puisque nous aussi nous sommes concernés par cette thématique-là. Et c'est vrai que nous travaillons sur le réseau, notamment de la transmission d'informations sur ce qui peut être fait, en tout cas les solutions alternatives en matière de production, de traitement des sols et de traitement aussi du bétail. Alors, je vais tenter de vous partager un document. Alors, c'est vrai que j'ai un très mauvais débit Internet, c'est pour ça que j'ai coupé ma vidéo.
Allez, voici, j'y arrive. Et Cathy aussi, si c'était possible de vous approcher un petit peu plus du micro, puisque j'ai des retours comme quoi on vous entend, mais voilà, si on peut vous entendre un peu plus fort. Merci beaucoup. Désolée, pareil, je suis en train de travailler avec une webcam, donc c'est pas top non plus. Vous m'excusez. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit votre écran, mais là, donc, on voit votre affichage. On voit les différents fichiers. Vous ne l'avez pas encore ouvert. Alors, attendez. Vous l'avez là? En fait, on a juste l'affichage de votre écran séance DG Agri, voilà, mais on n'a pas l'affichage du document. Sinon, vous pouvez peut-être la faire sans présentation et on la mettra sur la sur le site. présentation alors. Alors, du coup, sur la présentation que je voulais faire du réseau rural Guadeloupe, alors comme je le disais, on a la chance d'avoir un territoire très, très actif. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de projets. Et vraiment, sur les premiers retours que j'ai eus, c'est ce besoin, en fait, de partage d'expériences, de partage de projets, de vraiment savoir, en fait, ce que l'autre fait sur le territoire et vraiment pouvoir faire une action de mise en réseau. Alors, bien évidemment, l'étape première, c'est voilà, de présenter le réseau rural, régional, le réseau rural de Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les missions? Sur quoi on peut intervenir? Comment on peut soutenir? On peut accompagner? On peut intervenir dans les actions des porteurs de projets et aussi ceux qui font de l'accompagnement et aussi de la formation. Alors, sur le réseau rural, c'est vrai que nous avons abordé la thématique des territoires insulaires et nous avons aussi la particularité en Guadeloupe d'avoir même une double insularité. Et c'est vrai que sur le territoire, on a des espaces qui sont complètement différents, avec des enjeux de développement qui le sont aussi, qui sont différents. Et le but, c'est de pouvoir vraiment montrer l'attractivité de ces territoires-là et de leur potentialité, avec vraiment un travail de fond sur les leaders, travailler avec eux sur la complémentarité de leurs actions et aussi par rapport au transfert de connaissances et de compétences. Concernant la présentation des deux projets que nous avons aujourd'hui, on a tout d'abord la source qui travaille sur la transformation de produits du terroir, voilà, des produits locaux. Donc, pour vraiment montrer cette dynamique entrepreneuriale sur le territoire et aussi de l'utilisation des produits locaux. Et aussi le deuxième projet qui est Commerce Market, donc par rapport à la double insularité sur le territoire de Marie-Galante, avec voilà, un acteur qui veut pouvoir faire le rapprochement comme ça des services de base dans les zones rurales. Alors, pour terminer sur le réseau rural Guadeloupe, la dynamique, vraiment, c'est de pouvoir travailler au maximum avec mes homologues ultramarins, voilà, faire des échanges avec eux pour pouvoir partager un peu ce qu'ils ont eu l'occasion de faire, sur quoi ils ont pu travailler. Et moi, nouvellement arrivée, savoir qu'est-ce que je peux aussi apporter en termes d'expérience et de compétences par rapport au territoire où je me trouve. Et aussi, lancer un appel fort à l'ensemble des acteurs du monde rural de la Guadeloupe et leur dire que nous avons une dynamique de réseau, que nous avons un projet global de pouvoir travailler ensemble sur tous les domaines d'activité, les projets qui concernent
le monde rural et le réseau rural est vraiment un outil qui est mis à votre disposition pour voilà, retrouver les acteurs, retrouver les domaines dans lesquels ils s'impliquent. C'est vraiment une plateforme qui est mise à votre disposition. Et comme j'aime à dire, ben, l'animation, c'est vraiment vous, en faisant ce retour d'information, ce retour de projet, et bien évidemment que l'ensemble des acteurs qui interfèrent dans le milieu de la formation, de l'accompagnement, du montage de projets, des financements, se rapprochent du réseau rural Guadeloupe pour qu'au moment où j'aurai vraiment voilà, cette possibilité d'aller sur le terrain et de rencontrer physiquement, de me positionner physiquement auprès des acteurs, que j'ai vraiment un maximum d'informations à diffuser au monde rural. Et vraiment, voilà, cette dynamique de réseau-là n'est possible vraiment que si l'ensemble des acteurs voilà, puissent légitimer le travail de fond qui évite des actions du réseau rural Guadeloupe. Mais pour l'instant, je suis vraiment avec l'ensemble des équipes sur cette partie recensement des acteurs, communication des actions du réseau rural qui sont à venir. Et je me fais avec plaisir le relais du réseau rural national, David, par rapport voilà, aux diffusions des formations, aux propositions de coopération, aux documents aussi qui sont diffusés par mes homologues ultramarins aussi sur le réseau rural national. Vraiment, je fais ce relais voilà, de documentation pour qu'il y ait une communication ascendante et descendante voilà, entre les acteurs et le réseau national, et vraiment redire que c'est vraiment un outil très important et voilà, qui mérite vraiment d'être exploité par les acteurs du monde rural en Guadeloupe. Donc, on va commencer peut-être avec le... Merci. Merci beaucoup, Madame Pierre. Donc voilà, Madame Pierre qui vient de commencer sur l'animation du réseau rural Guadeloupe. Donc n'hésitez pas, tous les acteurs de Guadeloupe, à vous rapprocher d'elle. Vous retrouverez ses coordonnées sur le site du réseau rural, sur la page Guadeloupe. Et donc vous êtes positionné au Conseil régional de Guadeloupe. Dans quel service? Alors, la direction déléguée Europe, donc c'est oui. la cellule Europe, donc sous l'autorité de gestion. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher voilà, de la cellule Europe du Conseil régional, et pour qu'on puisse vraiment mettre cette action voilà, du réseau rural en marche avec l'ensemble des acteurs pour que l'information soit vraiment diffusée à tout le monde. Et dans les jours qui vont venir, vous aurez la diffusion déjà du premier document du réseau rural Guadeloupe, donc la plaquette d'information où vous aurez la présentation des actions, le champ d'intervention et bien évidemment toutes les coordonnées. Alors, n'hésitez pas à mettre vos acteurs et collaborateurs dans cette boucle de diffusion pour que les informations atteignent vraiment le maximum de personnes. Et surtout, je lance cet appel voilà, dans le cadre de ce bulletin de recensement à faire les retours de coordonnées, de structures, voilà, les domaines d'activité, les adresses mail, comment vous joindre, et surtout, voilà, comme ça me permettra de décrypter les différents collèges voilà, au sein du réseau rural de Guadeloupe. Merci Madame Pierre. De toute façon, vous pourrez retrouver Madame Pierre dans l'atelier numéro 1 qui sera consacré au projet, voilà, pour aussi continuer à échanger. Et donc, je passe tout de suite la parole à Delphine Pinault, donc, qui est coordinatrice du réseau rural de la Guyane. Alors, c'est de me préciser aux deux présentations de projets, voilà, qui ne sont pas oubliées, qu'on fera la présentation tout à l'heure. Voilà, comme on est pris par le temps, leur dire qu'on fera les présentations de projets tout à l'heure dans l'atelier. Voilà, qui ne sont pas oubliées. Ok, merci Cathy. Je vais essayer de me mettre en écran partagé. Vous me dites si déjà vous m'entendez bien et si vous voyez bien le document. On t'entend bien, oui. Ok, hop. Alors, je vais bien tester. Alors, non, ce n'est pas là-dessus. Effectivement, il faut bien sélectionner. On a l'affichage. Ouais, ok. Bon, en fait, je ne vais pas passer beaucoup.
Ouais, d'accord. Bon, je vais rester comme ça va être plus simple. Parce que l'objectif, c'est que je donne rapidement surtout la parole à mes deux intervenants, parce que moi, du coup, je comptais leur donner maintenant. Donc, c'était juste quand même pour venir sur la carte de la Guyane, puisqu'on est le seul DOM à ne pas être une île. Donc, on est situé donc, en Amérique du Sud et on est frontalier donc, du Brésil et du Suriname. Voilà, et on dispose de 5 GAL sur l'ensemble du territoire. Donc, je ne vais pas passer sur les missions du réseau rural, hein, mais vous pourrez retrouver la plaquette, de toute façon, qui détaille un petit peu les missions prioritaires directement sur la page dédiée de Guyane sur le réseau rural national. Voilà, donc moi, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis en poste, et c'est vrai qu'à travers mes différentes missions, donc la valorisation de la biodiversité est devenue voilà, un sujet assez fédérateur avec les différents partenaires. Donc, du coup, ce que je voulais proposer aujourd'hui, c'est d'aller sur ce sujet-là et également sur les savoirs traditionnels. Profiter donc qu'en ce moment, l'équipe ingénierie de projet valorisation économique de la biodiversité vient de lancer un appel à projet qui concerne pas que la Guyane, mais aussi certains territoires d'outre-mer. Donc, on va démarrer une présentation avec l'OFB qui va présenter en quelques minutes cet appel à projet. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser bien plus tard. Et une présentation voilà, de l'association du réseau de la forêt qui nous fera une présentation donc, de l'association et des projets qui mènent sur le territoire de la Guyane, donc en faveur de la biodiversité des savoirs traditionnels. Du coup, Antonin Hubert, je te laisse la parole. Ok, merci Delphine. Je vais partager tout de suite ma petite présentation. Je remercie Delphine Pinault et le réseau rural d'avoir invité l'Office français de la biodiversité au travers cette équipe d'ingénierie de projet économie et biodiversité à présenter notre dispositif. Alors, est-ce que la présentation s'affiche? Alors, on a un trait blanc avec... Oui, c'est ça. On a l'affichage d'un trait blanc avec un rond rouge, peut-être... Un trait blanc avec un rond rouge. Oui, ça doit être peut-être une erreur d'écran si vous la refaisez. Peut-être que ça affichera mieux. Alors... Bon, sinon, je fais 100, puis je partagerai la présentation pour que vous ayez les contacts et puis un petit écrit voilà, de ma présentation. Juste pour dire que l'OFB a installé il y a un peu plus d'1 an une équipe d'ingénierie de projet économie et biodiversité. L'équipe, 3 personnes, même 4 à partir d'aujourd'hui, est basée en Guyane, mais c'est une équipe qui est à compétence nationale avec une priorité dans les Outre-mer. Donc, nous sommes amenés à travailler avec une bonne partie d'entre vous. Les objectifs de notre équipe, c'est un dispositif, c'est de contribuer à démontrer par l'exemple qu'on peut avoir un développement économique dans les territoires basés sur la biodiversité, avec des projets économiques qui valorisent le vivant, qui valorisent la biodiversité et qui sont bien sûr qui s'inscrivent dans une logique de développement durable, on va dire avec un haut niveau de prise en compte de cette biodiversité. On est là pour susciter l'envie d'agir, contribuer à lever les freins pour les porteurs de projets. Et bien sûr, on vient en complément de dispositifs existants et d'acteurs qui déjà œuvrent sur cette dynamique. Donc, depuis 1 an, voilà, notre travail était un peu de prendre notre place par rapport aux personnes et aux dispositifs existants. Donc, on intervient, je vous l'ai dit, à l'échelle des Outre-mer, bien que basé actuellement uniquement en Guyane physiquement, mais on intervient à l'échelle des Outre-mer. Perdu ma présentation. Voilà, on intervient comment? On intervient en ingénierie de projet, en appui au montage des projets, en appui auprès des porteurs de projets. On peut assurer une expertise sur la biodiversité par rapport à la prise en compte de ce volet-là dans les business models, mais plus largement aussi de faire des conseils sur l'établissement des business models, aider à la recherche de financement, etc. En fait, en appui à la structuration de filières basée sur l'exploitation, la valorisation du vivant, sur de la mise en réseau, bien sûr
ouvert à chacun, à établir des relations et des partenariats avec chacun des réseaux ruraux dans les territoires dès lors qu'il s'agit d'activités en lien avec la valorisation du vivant. Et nous avons aussi une action donc, en matière de valorisation, de communication, donc d'organiser des événements, capitaliser sur les expériences et les projets qui nous semblent particulièrement intéressants et qui peuvent gagner à être connus sur les autres territoires. Donc les filières concernées, elles sont assez vastes. Ça peut être l'agroécologie, l'agroforesterie, certaines agrotransformations durables, secteur des plantes aromatiques à parfum ou médicinales, l'écotourisme, la pêche, l'aquaculture, les biomatériaux. Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est toutes ces activités qui ont pour cœur de métier le vivant. Donc pour illustrer quelques exemples de projets sur lesquels on a travaillé, donc depuis que l'équipe est installée, on participe au développement d'un pôle agroécologique en Guyane, donc à Maripasoula. On a conseillé et donné un avis sur le business plan d'une entreprise biostratège toujours en Guyane qui est sur la valorisation d'ingrédients naturels issus de l'éco-extraction végétale. On a un projet donc, avec un partenaire phare, on va dire, du territoire en Guyane, qui est le réseau rural de Guyane, sur un projet de séminaire pour la fin de l'année là, qu'on souhaite organiser en Guyane, donc sur le sujet économie et biodiversité. Donc pour montrer voilà, qu'on peut développer le territoire avec des activités économiques basées sur le vivant, en particulier l'écotourisme et le secteur de l'alimentation. Et je vais vous en dire un tout petit mot tout de suite. On a lancé donc, depuis le 15 mars un appel à projet Biodiveco qui vise à financer et accompagner des porteurs de projets économiques en lien avec la biodiversité. Donc cet appel à projet il vise donc à aider à se lancer des nouveaux projets économiques en lien avec la biodiversité. Il concerne, vu que c'est notre premier appel à projet en la matière, uniquement une partie des Outre-mer, à savoir la Guyane, les Antilles et Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous aurez dans la présentation qui va vous être diffusée le lien vers la page de l'OFB pour récupérer toutes les infos. Mais les infos principales à retenir, c'est que pour nous, l'objectif, c'est effectivement de faire émerger des projets de nature économique qui valorisent la biodiversité, mais c'est aussi de structurer sur chacun des territoires des collectifs d'acteurs issus du monde de l'économie et de la biodiversité, via la mise en place de comités territoriaux qu'on a constitués là, depuis maintenant quelques semaines et qui seront amenés à sélectionner les projets. Et puis aussi, notre souhait, c'est que les partenaires puissent donner leur avis, bien sûr, et apporter aussi leur contribution pour accompagner les porteurs de projets, puisque l'OFB arrive avec une enveloppe de 300 000 € pour l'ensemble de ces territoires, une dotation prévue par projet située entre 5 000 et 50 000 € avec un taux de financement possible de 80%. On souhaite, par cet appel à projet, financer entre 10 et 15 projets à l'échelle de la zone là, concernée. Au-delà de la partie de l'aspect de subvention, on compte aussi pouvoir, au projet lauréat, apporter de l'ingénierie, de l'accompagnement technique, du conseil pour les aider à monter leur projet. Donc, il y aura, on va dire, un crédit temps attribué, donc assuré par l'équipe d'ingénierie de projet économie et biodiversité de l'OFB auprès des porteurs de projets. Un travail de valorisation, de communication, de mise en avant, bien sûr, des projets. Et on compte aussi, comme je vous le disais, sur nos partenaires locaux, donc dans chacun des territoires, pour qu'il y ait aussi un relais auprès de leurs éventuels dispositifs et leurs possibilités de financement ou d'accompagnement pour venir abonder donc, cet accompagnement qui est d'ores et déjà prévu par l'OFB. Donc, période de candidature, donc c'est ouvert, donc vous pouvez communiquer, si ce n'est pas déjà fait, auprès des porteurs de projets éventuels, faire de la publicité pour cet appel à projet, sachant que la phase de candidature est ouverte jusqu'au 2 mai. Donc, ils ont encore un petit mois pour candidater. Je n'ai pas dit à qui ça s'adresse, et en fait, tous les porteurs de projets économiques, donc tout type de porteurs, publics ou privés, et toute filière économique concernée,
dès lors qu'il s'agit de valoriser le vivant et qu'on va dire il y a un haut niveau de prise en compte, bien sûr, de cette biodiversité dans l'activité en question. Donc, un pilotage par l'OFB, donc depuis la Guyane, mais en lien étroit avec nos partenaires dans les territoires, donc avec ces fameux comités territoriaux en charge notamment de la sélection. Donc, voilà pour la rapide présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je serai dans l'atelier 1. Et puis, voilà, encore une fois, les informations plus détaillées, nos contacts seront dans la petite présentation PowerPoint qui vous sera adressée. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme des différentes présentations et passer aux ateliers. Donc, non, David, il y a Massiri, il reste l'association réseau des savoirs de la forêt avant de passer aux ateliers. Et c'est toi qui l'as fait? Non, c'est Massiri. Ah, Massiri, d'accord, ouais, très bien. Ouais, oui, ouais. Oui. Il va réduire le temps, on s'est déjà entendu, il va réduire le temps. Excuse-moi du coup de t'avoir coupé. Très bien, ouais. Merci. Par contre, on doit avoir un problème de son. Vous m'entendez là? Ah oui, voilà, c'est bon. C'est bon, et vous avez l'écran. Donc, c'est OK. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir invité à ce webinaire pour présenter le réseau des savoirs de la forêt, qui est donc voilà, avant tout une énergie collective qui s'est structurée, portée par l'association Nature Rights en 2017 et puis qui après s'est consolidée avec de multiples structures associatives, porteurs de projets de Guyane et qui s'est structurée officiellement en tant qu'association en mars 2020. Donc on vient de fêter les 1 an du RSF et l'activité du RSF se décline sur 3 axes majeurs. Un accompagnement de projets autour de la valorisation des savoir-faire traditionnels, la structuration de filières en appui à ces porteurs de projets, et puis un axe de création de contenu pour valoriser justement ces porteurs de savoir. Alors, pour voilà, revenir rapidement une carte un peu des projets que nous accompagnons. Je vais vous en présenter rapidement quelques-uns, notamment un des projets phares du réseau des savoirs de la forêt qui est porté en partenariat avec l'association Panakou, qui est une association de la communauté Palikour ou Païkouéné de l'Est guyanais, qui s'appuie justement sur tout un programme de valorisation des savoir-faire traditionnels païkouénais qui sont essentiellement en lien avec la biodiversité, avec tout l'écosystème amazonien. Et donc, ce projet de création de centre a débuté en 2018 et on passe, après toute une phase de constitution, de concertation avec cette association, avec la communauté Palikour aussi sur Saint-Georges de l'Oyapock, et une phase aussi de recherche de subventions sur laquelle, à l'époque, c'était encore l'Agence française pour la biodiversité, aujourd'hui l'OFB, nous nous soutient encore pour aménager ce centre sur l'Est guyanais, qui sera un peu une vitrine des savoir-faire traditionnels païkouénais et plus largement un lieu d'échange entre communautés. Donc vous voyez les photos de produits issus finalement de la biodiversité et d'artisanat qui en sont produits, avec des vanneries à partir d'aroumans, qui est une plante assez spécifique d'Amazonie, et des huiles végétales. Et là, c'est de saison. Vous avez l'huile d'Awara, et le bouillon d'Awara est un plat, pour ceux qui sont déjà venus, qui connaissent la Guyane, un plat culturel central pour tous les Guyanaises et Guyanais. Donc voilà, on est vraiment sur un projet qui se veut holistique sur valoriser la biodiversité dans une dynamique aussi de création de valeur économique et d'activité pour la communauté. Je voulais ensuite vous parler d'un autre programme qui est actuellement en cours
financé par les fonds Life for Best de l'Union européenne, de l'OFB et l'AFD, qui est un programme de valorisation de l'agriculture traditionnelle et de l'agroforesterie, principalement donc, sur les communautés de l'Ouest guyanais, et sur lequel on organise, on appuie des porteurs de projets donc, sur leurs activités agricoles dans les villages, dans les communautés amérindiennes. Et on a justement, dans le cadre de cet accompagnement, organiser des sessions de rencontres, d'échanges entre porteurs de projets, en faisant intervenir aussi des techniciens agricoles, des formateurs en agroforesterie, un bureau d'études sur l'analyse des sols et la fertilité naturelle des sols, pour que justement on puisse décloisonner un peu les dynamiques agricoles et l'isolement auquel sont parfois confrontées les communautés traditionnelles de Guyane vis-à-vis des institutions agricoles qui sont principalement basées sur le littoral, donc à Cayenne, et donc favoriser ces échanges au sein des communautés pour que des projets de cette envergure puissent toucher des porteurs de projets agricoles dans les communautés et ainsi aussi encourager des nouveaux acteurs dans les communautés, toucher les jeunes pour que ces activités-là puissent être reprises en main dans les villages. En lien justement avec tout ça, c'est, comme je le disais, l'organisation de rencontres qui nous semble essentielle parce que c'est des temps d'échange qui permettent de rompre l'isolement auquel sont confrontées les communautés et aussi de favoriser les liens entre porteurs de projets qui puissent dynamiser finalement leur activité en s'appuyant sur des retours d'expérience de projets portés par d'autres. Voilà, une dynamique collective qui est vraiment au cœur de l'action du réseau des savoirs de la forêt. Et là, vous pouvez voir quelques images d'un atelier assez mémorable qu'on avait organisé à Mana, où des communautés de tout voilà, vraiment représentatives de la multiculturalité guyanaise, que ce soit amérindienne, créole, bushinangé, s'étaient retrouvés sur un atelier d'échange sur les pratiques de transformation du manioc, qui est voilà, une base alimentaire partagée par les communautés de Guyane. Et vous avez une vidéo de cet atelier qui est disponible sur le site du Réseau Rural. J'ai vu qu'elle avait été ajoutée en lien avec ce webinaire, donc vous pourrez la retrouver sur le site du Réseau Rural National. Et un autre axe qu'on est en train de développer, on a réalisé dernièrement notre première animation pédagogique directement auprès de scolaires dans les villages pour justement réussir à répondre à une problématique aussi qui est très forte en Guyane de fracture un peu du lien intergénérationnel. Et donc, avec ces animations pédagogiques dans les écoles où on a pu faire intervenir un agriculteur de la communauté auprès d'élèves de ce même village, on a senti vraiment un intérêt, une curiosité des jeunes enfants et qui nous motive justement à poursuivre dans cette dynamique. L'autre dont je voulais vous parler, c'est l'axe de développement et de structuration des filières pour que justement on assure un peu la continuité entre l'appui directement aux porteurs de projets et permettre que leurs activités puissent leur fournir une rentabilité économique. Donc sur l'artisanat notamment, comme j'en ai parlé avec l'association Panakou, mais avec beaucoup d'autres artisans, associations sur le territoire, on travaille sur mettre en avant leur production. On a un partenariat avec l'association Gadepam qui est en quelque sorte la référence en termes de mise à disposition d'artisanat traditionnel et de produits naturels en Guyane, avec une boutique à Cayenne et une visibilité assez forte. Et donc, on a organisé en partenariat avec Gadepam plusieurs expos ventes en métropole, notamment à Paris et à Bordeaux, où là, vous avez une image de l'exposition qui avait été organisée lors du Climax Festival à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, au centre Darwin.
Ensuite, bien sûr, pour valoriser la richesse de la biodiversité et de la nature guyanaise, amazonienne, les filières d'écotourisme sont essentielles. Et on a beaucoup de porteurs de projets, finalement, notamment l'association Panakou, j'y reviens, mais qui souhaitent allier justement leur connaissance, leur savoir de la biodiversité guyanaise à des activités de découverte justement pour le grand public. Et donc, on accompagne aussi ces initiatives-là. Donc là, vous voyez une activité de découverte de la faune et de la flore en forêt guyanaise. Et puis aussi des activités qu'on commence à mettre en place de stages un peu de formation, et notamment là sur la photo en bas à gauche, sur la formation à la construction de carbets traditionnels, donc en matériaux 100% guyanais et 100% renouvelables, donc bois et tressage de feuilles de palmier. Et donc voilà, des porteurs de projets qui souhaitent aussi se spécialiser dans ce partage de savoir-faire et de techniques traditionnelles d'éco-construction. Et enfin, la filière aussi qui fait sens en appui à tous ces projets, c'est la filière agroalimentaire. Pour en parler rapidement, on a initié en 2019, on a encadré une mission Jeunes Experts d'étudiants de l'ISTOM, qui est une école d'ingénieurs agronomes en métropole, et qui ont réalisé une étude sur la valorisation économique des produits de l'agriculture traditionnelle de Guyane. Donc, les résultats de cette étude nous confortent dans l'intuition que les produits agricoles traditionnels finalement de Guyane, mais des Outre-mer, je pense de manière générale, ont une vraie plus-value auprès du marché en local, mais aussi vers la métropole. Donc, réussir à inverser un peu la tendance qui est de fait dans tous les territoires d'outre-mer où il y a une majorité de produits qui sont importés de la métropole, mais permettre à des produits aussi des outre-mer d'être présents sur le marché métropolitain. Et au niveau local, donc en Guyane, on a une dynamique dans différents villages, dans différentes communautés pour que des marchés locaux se structurent et soient gérés par les communautés, à faciliter les circuits courts et l'approvisionnement de produits traditionnels, de l'agriculture traditionnelle directement dans les villages. Et pour ce fait, on est en partenariat actuellement avec une société coopérative qui vient de se créer en Guyane, qui s'appelle Belnati, et qui s'est spécialisée, en tout cas la valeur partagée avec Belnati, c'est vraiment de promouvoir l'agriculture traditionnelle guyanaise et promouvoir son accessibilité auprès des consommateurs en Guyane. Voilà, donc le dernier axe sur lequel on travaille, mais sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, c'est sur la valorisation et la création de contenu. Donc mettre en valeur, mettre en lumière tous ces porteurs de savoir, toute cette richesse finalement culturelle qu'on retrouve en Guyane, avec finalement la richesse vraiment de la Guyane, c'est cette multiculturalité, c'est d'une zone à l'autre du territoire, il y a des savoir-faire, des pratiques artisanales agricoles très spécifiques. Et donc, on a développé un axe de création de contenu, de vidéos, de supports de communication qu'on diffuse sur notre site internet Savoir de la forêt. Et donc, notamment la vidéo sur le manioc dont je vous parlais, que vous pouvez retrouver sur le site du réseau rural et sur notre site internet Savoir de la forêt. Voilà, mais je tiens encore une fois à vous remercier pour l'invitation. Un grand merci à Delphine Pinault, coordinatrice du réseau rural Guyane, qui fait un travail excellent sur le territoire pour mettre en lien ces acteurs et permettre on puisse vous présenter aujourd'hui ce projet-là. Et merci pour ce temps. Merci beaucoup. Alors, donc, nous arrivons au terme en fait, des présentations. Donc, si vous voulez voir les porteurs de projets, discuter avec eux, si vous avez d'autres questions et voir d'autres présentations de projets, par exemple, on a le PAT de Mafat
pour l'île de la Réunion qui sera aussi présentée dans l'atelier 1. Donc, vous pouvez dès maintenant, vous déconnecter et y aller. Et pour l'atelier 2 qui concerne donc les questions de la coopération, que ce soit en lien avec les GAL, leaders qui travaillent sur ces thématiques ou la coopération entre territoires, c'est un atelier aussi ouvert à la discussion et qui permet aussi d'identifier des besoins, des idées, des demandes qui pourraient être très utiles aux réseaux ruraux d'outre-mer pour des actions à venir. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et pour les intervenants à votre participation. Pour les intervenants, on vous a mis dans le chat aussi les liens pour aller vers atelier 1, atelier 2. Et donc, d'ici 5 minutes, on peut tous se retrouver dans les groupes en fonction de vos choix. Très bien, merci encore et à bientôt. Au revoir.